Ces écrans 3D, c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus bluffé sur ce salon du Computex. Et une des premières utilisations qui viennent en tête lorsqu'on voit ce type d'écran, c'est le gaming, tout simplement. Alors j'ai eu l'occasion de tester sur un jeu de combat dont je me rappelle plus du nom, parce que j'y connais pas grand chose, mais également sur Hi-Fi Rush, sur lequel ça rendait super bien. La perception de la profondeur est vraiment hyper efficace, et en plus elle est réglable, c'est-à-dire qu'on peut choisir à quel point on a envie de voir cet effet de 3D, à quel point on a envie qu'il soit intense. Et ça rappellera sûrement à certains d'entre vous la Nintendo 3DS, qui avait ce petit curseur réglable sur le côté. Le truc, c'est que, bien sûr, il faut que le jeu soit compatible, et c'est pas le cas de tous les jeux. Actuellement, c'est 150 jeux qui sont compatibles avec les écrans 3D de chez Acer, et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que Acer annonce que chaque mois, il y a 4 à 6 jeux qui sont ajoutés à la liste des jeux compatibles, et d'ailleurs, c'est pas des petits jeux, hein. On a du Fallout 4, du Dark Souls, du God of War, même dans les jeux plus récents, Lies of P ou Palworld. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que c'est directement Acer qui s'occupe de rendre les jeux compatibles avec leurs écrans, c'est pas du tout à la discrétion de chaque développeur, parce que sinon, vous vous en doutez, on n'aurait pas fini. Si ça vous intéresse, je vous ai mis la liste avec tous les jeux compatibles dans la description. Alors cette technologie, ça va pas servir que pour du gaming, hein. Évidemment, on peut s'imaginer plein d'autres cas d'usage, notamment par exemple de la modélisation 3D sur Blender. Moi, c'est un exemple qui m'a pas mal marqué, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Là, par exemple, on a une petite maisonnette qui a été modélisée en 3D et dans laquelle on va pouvoir se balader en fait en première personne. L'écran va comprendre si on se rapproche, si on s'éloigne, si on se déplace sur les côtés, en haut et en bas, et la caméra virtuelle dans Blender va suivre les mouvements de notre tête, et donc on a vraiment l'impression d'y être, un peu comme si on était dans un casque VR. Il y a également un autre mode un petit peu plus traditionnel dans lequel on va voir la maison en entier de loin, et en se déplaçant à gauche à droite, en haut en bas, les perspectives vont légèrement se modifier et on va pouvoir apercevoir un petit peu plus le côté gauche, le côté droit, en haut, en bas de la maison, sans pour autant être en première personne, se rapprocher et se balader à l'intérieur. C'est plutôt stylé. Un autre cas d'usage qu'on m'a montré et que j'ai trouvé assez intéressant, c'est pour des boutiques. Imaginez une marque de chaussures qui a envie de mettre son produit en avant, on va pouvoir voir sur l'écran en 3D la paire de baskets qu'on a envie d'acheter, on va pouvoir modifier sa couleur, voir ce que ça donne, tourner l'élément, voir un peu mieux ses reliefs. Mais moi j'irai encore plus loin et je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une boutique Lego, mais dans ces boutiques on a des écrans devant lesquels on va pouvoir montrer des boîtes de Lego, donc par exemple un X-Wing, un vaisseau de Star Wars. Donc on va mettre cette boîte devant l'écran et il y a une petite caméra qui va détecter et reconnaître cette boîte et qui va mettre en surimpression un modèle 3D du vaisseau fini, du vaisseau construit, et en orientant la boîte on va pouvoir bouger un petit peu le sens du vaisseau. C'est assez impressionnant, mais imaginez maintenant ça avec des écrans 3D, ce qui n'est pas le cas actuellement, hein. C'est des écrans 2D tout simplement. Là, avec un écran 3D, on pourrait carrément se rendre compte du volume, des reliefs, ce serait assez impressionnant je pense. Alors chez Acer, ils m'ont donné plein d'autres applications possibles, par exemple pour de la création, on va pouvoir visualiser un objet 3D sans forcément avoir besoin de casque VR. Moi j'ai pu voir cet exemple avec une abeille, et franchement, niveau détail, c'est assez bluffant. On a également des applications dans le médical, pour du streaming de vidéos en 3D, ou encore pour de la visio en 3D. Alors, comment ça marche cette technologie ? En fait, c'est assez simple. En tout cas, pour l'écran en lui-même, on a une dalle LCD assez basique, qui pourrait d'ailleurs être remplacée par une dalle OLED, là en l'occurrence c'est du LCD, mais du coup, sur cet écran basique, on va venir ajouter une couche supplémentaire, une couche de lentilles lenticulaires, qui sont en fait des lentilles qui vont couvrir 2 pixels en largeur, et la totalité de l'écran en hauteur. D'ailleurs, pour être tout à fait précis, cette grille de lentilles, elle est pas tout à fait droite, elle est pas verticale, elle va être légèrement en diagonale. En fait, c'est globalement le même principe que pour la Nintendo 3DS, mais en plus poussé, en plus précis, en plus quali. Normal, c'est vachement plus récent. Et pour que ça continue de marcher, même si on n'est pas parfaitement en face du moniteur, il y a 2 petites caméras en haut de l'écran qui vont en fait servir à traquer la position de nos yeux dans l'espace. Tout ça va permettre de calculer des coordonnées qui seront ensuite utilisées pour déplacer les pixels sous la grille de lentilles, afin de faire en sorte que un pixel destiné à l'œil droit arrive bien à l'œil droit, et un pixel destiné à l'œil gauche arrive bien à l'œil gauche. Le bémol avec cette technologie, c'est que, en pratique, pour fonctionner, l'écran va devoir réserver une moitié de ses pixels pour l'œil droit et l'autre moitié de ses pixels pour l'œil gauche. Ce qui va forcément avoir un impact sur la qualité perçue. En fait, simplement, on divise la définition par 2. Aussi, ça ne peut fonctionner que pour une personne à la fois. Enfin, 2 yeux à la fois pour être précis. En fait, on pourrait techniquement faire une version de cet écran qui fonctionne pour 2 personnes, donc pour 4 yeux, mais il faudrait alors diviser par 4 la définition de l'écran. Et là, l'impact sur la qualité, il est assez violent. D'ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, la grille de lentilles, elle est légèrement inclinée, ce qui va avoir tendance à créer un espèce d'effet d'aliasing sur les éléments fins, comme les lignes d'interface ou les textes. Alors, pour éliminer ce problème, on peut au choix afficher des éléments plus gros, ce qui est un petit peu cache-misère, on va pas se mentir, ou bien augmenter la définition de la dalle en dessous, et donc passer par exemple sur une dalle 8K, carrément. Maintenant, je vous rassure, en fait, quand vous êtes en jeu, cet effet-là, il est très peu notable. Et quand vous repassez sur une utilisation plus bureautique, il suffit de désactiver l'effet 3D, on repasse en 2D, et là, l'écran récupère l'intégralité de sa finesse d'affichage.
Si vous avez regardé attentivement les plans d'illustration depuis le début de la vidéo, vous avez sûrement remarqué ces deux petits rectangles qui sont deux haut-parleurs en bas de l'écran. Ces haut-parleurs, ils ont une particularité puisqu'ils vont permettre de proposer un son spatialisé. Alors là-dessus, je vais faire vite parce que j'ai pas eu l'occasion de tester, hein. Vous l'avez vu, j'étais dans un environnement plutôt bruyant, donc je vais répéter ce qu'on m'a expliqué. En fait, on a affaire à un système de beamforming, c'est-à-dire que l'enceinte de droite, elle va être capable, via un système de réduction de bruit par décalage de phase, d'envoyer le son uniquement à l'oreille de droite. Et de la même façon, l'enceinte de gauche va pouvoir envoyer du son uniquement à l'oreille de gauche. Tout ça, ça fonctionne grâce aux petites caméras en haut de l'écran dont je vous parlais tout à l'heure, qui traquent la position des yeux et qui à partir de ça peuvent déduire approximativement la position des oreilles. Et donc en modulant le décalage de phase entre l'enceinte droite et l'enceinte gauche, à la manière d'un casque à réduction de bruit active, eh ben on va pouvoir plus ou moins diriger le son là où on a envie. Alors de l'aveu même du gars de chez Acer, hein, c'est pas parfait, ça va pas du tout remplacer un casque stéréo voilà, que vous avez sur les oreilles directement, non. Mais visiblement, c'est déjà assez impressionnant. Après là-dessus, je peux pas vous le dire, je l'ai pas testé, donc il faut les croire. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais tout à l'heure je vous ai évoqué la possibilité de faire des appels visio en 3D. Et bien oui, en plus de ces écrans 3D, Acer propose également une petite caméra 3D qui peut faire office de webcam et avec laquelle on va pouvoir passer des appels en visio en 3D dans des applications comme Microsoft Teams. Mais attention, ça ne peut fonctionner qu'à une condition, il faut que la personne en face de vous soit également équipée d'une caméra 3D et d'un écran 3D. En fait, cette caméra, c'est plus qu'une simple webcam, hein, puisqu'on va carrément pouvoir l'utiliser à part, en dehors d'un ordinateur, pour shooter des photos et des vidéos en 4K et en 8K, mais attention, petite subtilité, quand je vous dis 4K et 8K, en fait, c'est pour les deux yeux, donc en fait, il faut diviser par deux, on va avoir 1920 pixels de large pour l'œil gauche, 1920 pixels de large pour l'œil droit, et 3840, pareil pour les deux yeux, dans le cas de la 8K. Ce qui est cool, c'est que ces photos et ces vidéos donc en 3D, on va pouvoir les visionner sur les écrans d'Acer, mais aussi par exemple dans un casque VR. Et franchement, j'ai pu regarder plusieurs vidéos et plusieurs photos shootées avec cette petite caméra, et c'est plutôt joli. L'image est nette, la 3D ressort bien, franchement c'est un petit jouet plutôt chouette. D'ailleurs, l'écart entre les deux objectifs sur la caméra correspond plus ou moins à l'écart entre nos deux yeux, et c'est pas un hasard puisque c'est ce qui permet d'avoir des perspectives 3D cohérentes avec nous, ce qu'on a l'habitude de voir dans la vraie vie. Bon, maintenant que vous savez tout ça, parlons peu, parlons bien, parlons prix. Alors je suis désolé, je vais devoir vous donner les prix en dollars puisque ces produits ne sont pas encore tous disponibles en France, donc c'est parti. Pour le moniteur 3D Predator qui se destine plutôt aux gamers, hein, puisque pour rappel on est sur un écran 4K 160 Hz, et bien là il faudra quand même compter 2000 $. Pour l'ordinateur portable Aspire 3D, qui lui est plutôt, on va dire, un ordinateur portable grand public avec un écran 3D, là il faudra débourser 2800 $. Et pour la petite caméra 3D, ici on est sur un tarif de 550 $. Allez, pour finir, je vais quand même vous donner un prix en euros. Sachez qu'en France, on peut déjà acheter le Predator Helios 3D à un prix de 4500 €. Ouille, ça fait mal. Bon, après, entre nous, quand on voit la config, RTX 4080, tout ça, on comprend mieux, c'est un ordi qui envoie du pâté. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, vous pouvez également laisser un petit commentaire si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les futures vidéos, vous pouvez également venir nous suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description, et quant à moi, je vous dis à la prochaine, ciao!